Les 5 grands championnats se terminent aujourd'hui, c'est le moment de vous soumettre ma liste des 10 meilleurs entraîneurs de la saison. Voici mon top 10. Hey, j'espère que vous allez bien et j'espère que votre équipe préférée va bien. Aujourd'hui se termine une nouvelle saison de football, une de plus en ce qui concerne les 5 grands championnats. En tout cas, et pour marquer le coup, je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée de parler des meilleurs entraîneurs de la saison. Alors, quand on fait les choses sous forme de top, un top 10 en l'occurrence, il y a toujours beaucoup de controverses, les gens ne sont pas du tout d'accord entre eux, mais c'est pas grave, c'est même une bonne chose, comme ça on aura de bons débats dans les commentaires et ça, je m'en réjouis d'avance. Vous dire aussi qu'au moment où je tourne la vidéo, je ne sais pas qui sera champion d'Espagne, le Real ou l'Atlético, le titre de Ligue 1 n'a pas encore été décidé, logiquement ça se décide ce soir, mais c'est pas un problème. En fait, c'est un peu le but de faire ça juste avant que tout se termine, parce que quand un championnat se joue à 1 ou 2 points, autant dire à des détails, je trouve que c'est pas très juste de baser tout mon jugement sur le fait que le ballon soit rentré et ait fait de Lille le champion de France, ou ne soit pas rentré et ait fait du Paris Saint-Germain le champion de France. Par exemple, il y a une semaine, le Real a été en tête de la Liga durant 19 minutes parce que l'Atlético a eu 20 occasions en première mi-temps qu'ils n'ont pas été capables de mettre au fond. Ils ont frappé 2 fois les montants. Et en deuxième mi-temps, le Real Madrid a marqué un but avec le genou de Nacho. Vous voyez, je ne voulais pas être dépendant de ces faits de jeu-là. Du coup, mon analyse ne sera pas biaisée, si j'ose dire, par le fait que tel entraîneur aura été champion et tel entraîneur ne l'aura pas été à cause d'un détail. À la 10e place, l'entraîneur de Stuttgart, Pellegrino Matarazzo. Comme Matarazzo il est méconnu, je vous le présente rapidement. Il a 43 ans, il est américain, il a passé la plus grande partie de sa carrière d'entraîneur à entraîner des équipes de jeunes dans des clubs importants en Allemagne, Nuremberg pour la plus grande partie de sa vie, et puis il y a quelques années il va à Hoffenheim où il connaît un certain Julian Nagelsmann. Il devient l'adjoint de Nagelsmann durant un certain temps. Nagelsmann part à Leipzig, lui il reste à Hoffenheim pour devenir l'adjoint d'Alfred Schreuder. Et Schreuder, vous le connaissez peut-être parce que c'est l'actuel adjoint de Ronald Koeman au Barça. Et la saison passée, Stuttgart l'appelle. Stuttgart, ils sont alors en 2e division. Ça va pas très bien. C'est un club qui a connu quand même une sacrée valse des entraîneurs les dernières années. Et puis, ils ont gagné que 3 matchs en 3 mois. Et bien, Matarazzo, il arrive, il redresse un peu le club. L'équipe, elle termine 2e de Bundesliga 2. On monte en Bundesliga. Et durant l'été, Matarazzo y réfléchit et il se dit ce ne sera pas possible de jouer de la même façon cette année que la saison passée. On aura moins le ballon, on ne peut pas prétendre avoir le ballon contre le Bayern ou Dortmund. Changement de style, une équipe plus verticale qui mise davantage sur les contre-attaques, sur les transitions, mais une équipe qui reste plaisante à regarder. L'équipe, elle a battu notamment 5-1 Dortmund cette saison, c'était d'ailleurs le dernier match de Lucien Favre à la tête de Dortmund, et puis la raison pour laquelle je le mets dans mon top 10, c'est qu'au pire, son promu, il va finir 9e de Bundesliga. Au mieux, l'équipe ne dépend pas d'elle-même, c'est vrai. L'équipe, elle pourrait finir 7e et être en Europe la saison prochaine. Un entraîneur jeune qui symbolise ce renouveau qui est en train d'arriver en Allemagne, dans un club qui est important parce que Stuttgart, c'est un grand club avec beaucoup de pression et un entraîneur avec peu d'expérience qui réalise une très très belle saison. Pour cette 9e place, j'ai beaucoup hésité. Hésité entre Italiano, l'entraîneur de Spezia, Cervera, l'entraîneur de Cadiz, Urs Fischer, l'entraîneur de l'Union de Berlin, des entraîneurs qui avec des petits clubs ont réussi de très bonnes choses, mais au final mon choix s'est porté sur l'entraîneur de Séville, Julen Lopetegui. Tout simplement parce que jusqu'à la 34e journée de Liga, Séville était en course pour le titre, et ça c'était complètement inédit. Alors Séville va finir 4e, mais c'est pas une 4e place au rabais. Non, là c'est vraiment une 4e place où on a mis 15 points d'écart entre nous et le 5e, la Real Sociedad, une 4e place où on est vraiment au contact des meilleures équipes de Liga. Il faut dire que les conditions de base pour Séville, elles n'étaient pas très bonnes cette saison. Parce que c'est pas seulement que le public incroyable, qui pour le coup je suis sûr rapporte des points, le public du Sánchez-Pizjuán était absent, c'est aussi que Banega, le maître à jouer de Séville la saison passée, ces dernières années n'était plus là, Reguilón n'était plus là non plus. On avait un centre du terrain, un milieu de terrain très peu créatif à Séville. C'était vraiment difficile d'animer cette équipe. Des problèmes de buteurs.
mais malgré ça, malgré des difficultés initiales dans le jeu, l'équipe elle s'est vraiment accrochée. Une mentalité incroyable et ça c'est l'œuvre de Lopetegui. On a beaucoup loué Lopetegui tactiquement parce qu'on l'a vu son Espagne, on a vu son Séville la saison passée, c'est des équipes joueuses, des équipes qui ont le ballon et qui font un bon usage du ballon, pas comme plein d'autres équipes qui ont le ballon et qui font un usage catastrophique. Non, là c'était bien, mais cette saison on a surtout parlé psychologie à Séville. Et on s'est rendu compte que Lopetegui c'était un grand meneur d'hommes. La saison de Séville elle est belle, une équipe ultra compétitive, sur la fin ça a été beaucoup mieux. Des joueurs comme En-Nesyri se sont révélés, un joueur comme Acuna s'est révélé aussi. Bref, plein de choses très positives pour le Séville et pour Julen Lopetegui qu'on reconnaît enfin à sa juste valeur. À la 8e place, Gianpiero Gasperini, l'entraîneur de l'Atalanta. Une saison de plus, l'Atalanta est très bien classée en Italie. On pourrait avoir tendance à s'y habituer, mais il faudrait pas, parce que ça reste une performance vraiment de très grand niveau. Finale de Coupe d'Italie perdue, ça c'est dommage, mais aussi un beau parcours. Et puis, une nouvelle fois, l'équipe elle est qualifiée pour la Ligue des Champions. L'Atalanta de Gasperini, c'est une équipe qui est toujours aussi géniale à voir jouer, on s'amuse devant ces matchs. C'est très novateur parce qu'il y a très peu d'entraîneurs en Europe qui font ça. On peut la comparer peut-être avec l'Ajax de Ten Hag, mais ça reste une équipe vraiment qui a un style inimitable, il faut être très fort pour réussir à mettre ça en place. Et puis, une équipe qui a dû faire cette saison sans Papu Gomez. Bon, ça c'est peut-être un peu de la faute de Gasperini, mais sans Timothy Castagne, on ne peut pas dire qu'il y a eu de grands transferts comme ça qui sont arrivés du côté de Bergame pour renforcer l'équipe, et pourtant, cette Atalanta, elle est toujours là. Alors c'est vrai qu'elle a toujours autant une surperformance inexplicable au niveau des expected goals, c'est beaucoup plus de buts marqués que ce que disent les XG, mais ça avec Gasperini on commence à s'habituer. Et puis là où il faut aussi remarquer quelque chose, c'est que le début de saison il a été poussif, vraiment pas facile, une grande partie de la saison elle a été passée hors du top 4, mais à un moment donné on s'est ressaisi et on a vraiment fini la saison en boulet de canon. Vraiment, encore une fois, toute mon admiration à Gasperini et à cette Atalanta. La question maintenant, c'est est-ce que Gasperini reste? Au moment où j'enregistre la vidéo, il y a des rumeurs qu'il envoie, pourquoi pas au Milan, pourquoi pas à la Juve, bref, on verra. À la 7e place de ce top 10, un entraîneur qui la saison passée, c'est même pas qu'il était méconnu, c'est qu'il était carrément inconnu, Franck Hez, l'entraîneur du RC Lens. La saison passée, on lui confie l'équipe en Ligue 2, il a le temps de jouer 2 matchs, coronavirus, fin des championnats, l'équipe est directement promue en Ligue 1. On a donc un entraîneur qui arrive en Ligue 1 avec seulement 4 matchs dirigés, 2 à Lens et 2 lorsqu'il avait été intérimaire à Lorient, à la tête d'une équipe première. L'expérience à la tête d'une équipe première, bon, c'est 0 quoi. Il arrive comme ça en Ligue 1 et le promu va finir au pire 7e, au mieux 6e, en jouant au football assez intéressant. Ça aurait été sympa de voir Lens cette saison, dans ce 3-4-1-2 inamovique de Franck Hez. Et Hez, c'est aussi quelqu'un qui a un discours assez rafraîchissant, je trouve, parce que c'est pas le discours typique d'un entraîneur qui est à la tête d'un promu, très carré comme ça, assez pénible un peu, pas novateur pour un sou. Non, Franck Hez, il a des idées intéressantes, on s'adapte, on cherche à prendre des risques, mais pas trop, mais quand même on prend des risques. Et preuve de ça, c'est que il aura pris des points contre toutes les équipes classées devant lui au championnat, sauf le LOSC. Et ça, ça parle vraiment bien du travail de Franck Hez. Et comme Lopetegui, je dois mentionner le fait que l'absence du public à Bollaert, ça n'aura pas joué en faveur de son RC Lens. Parce que le public des 100 et or, on sait que quand il est là, c'est un public qui fait des différences. À la 6e place de ce top 10, l'entraîneur de l'Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone. Que Simeone soit champion ou non, ça change absolument rien pour moi à sa présence dans ce top 10. Je sais ce que certains vont me dire. Simeone, c'est toujours la même chose. L'Atlético, c'est pénible. Il se passe rien. C'est défensif. Écoutez, j'ai regardé quasiment tous les matchs de l'Atlético cette saison, je dirais un 90%. Durant la très grande majorité de ces matchs-là, l'équipe leur a été plaisante à voir, offensive, conquérante, avec des idées. Vraiment, j'insiste sur ce point et c'est non négociable. Il suffisait juste de regarder les matchs qui ne sont pas seulement les grands matchs. Parce que oui, c'est vrai, et là, Simeone, je ne vais pas le défendre sur ce point, dans les grands matchs, c'est le retour à l'Atlético qu'on a connu au début de la décennie, beaucoup moins riche, beaucoup plus restrictif, beaucoup moins ambitieux. Des fois ça a fonctionné, des fois pas du tout, c'était le cas contre Chelsea normalement. Mais en Liga, Simeone, enfin, il est allé, pour une fois j'ai envie de dire, au bout de son idée,
Une idée qu'il avait à chaque début de saison, qui consistait à faire progresser son athlétique en camp adverse, à avoir davantage le ballon, à innover, à être beaucoup plus progressiste. Toutes les autres années, il a abandonné dès qu'il y a eu un peu des problèmes. Cette saison, il est vraiment allé au bout des choses et grand bien lui en a pris. Et une autre chose qui est très méritoire, c'est que cette saison, il a dû composer sans Felipe, qui a été son meilleur central la saison passée, parce que Felipe n'a pas été bon, sans Renan Lodi à son meilleur niveau, Lodi n'a pas été bon non plus, et sans Joao Félix à son meilleur niveau. Et pour le coup, Joao Félix, il peut vraiment s'en prendre qu'à lui-même. Il a inventé des solutions, système à 3 centraux, récupéré des joueurs, remis des joueurs dans les meilleures conditions. Je pense par exemple à Marcos Llorente à Correa. Et on aura eu un Atlético compétitif qui aura tenu la distance. Encore une fois, je vous dis, je ne sais pas s'ils ont été champions ou pas, mais à la dernière journée, ça peut se jouer sur un détail. Et un Atlético plaisant à voir jouer. Et ça, pour moi, ça mérite une place dans ce top 10. À la 5e place, un entraîneur qui aura gagné, ou je devrais dire, regagné le respect de tout le monde cette saison, l'entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel. C'est bien simple, il arrive à Chelsea, il n'y a rien qui va. Actuellement, Chelsea, il y a plein de choses qui vont très bien. Une finale de Cup, une finale de Ligue des Champions, une remontée au classement en Première Ligue, une révolution, et là on peut vraiment utiliser le terme dans le jeu. Le Chelsea de Tuchel n'a rien à voir avec celui de Lampard. Il a réussi à implémenter son style de jeu très très rapidement. On a vu l'équipe progresser au fil des mois, on a vu des joueurs progresser au fil des mois. Une équipe qui est incroyable défensivement sans être défensive. Une équipe qui est à nouveau là où elle devrait être. Et un Thomas Tuchel qui a gagné contre Guardiola, contre Simeone, contre Mourinho, contre Ancelotti, contre Jürgen Klopp. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Vraiment, ça aurait été l'un des hommes de cette saison, Thomas Tuchel. Alors il y a des personnes qui diront qu'il a saccagé la première partie de la saison du Paris Saint-Germain et que par conséquent il ne mériterait pas d'être si bien placé ou d'être considéré quant à un top 10. Je trouve que c'est plus compliqué que ça. Je trouve que le contexte PSG est très compliqué. C'est très difficile de juger les entraîneurs à Paris aussi. Et Tuchel, à la fin, à Paris c'était pas bon. Il était même plus reconnaissable. On se disait, il est en roue libre, il n'en a plus rien à faire. Mais dès qu'il a retrouvé un environnement qui lui convenait plus, on a revu le grand entraîneur qu'est Thomas Tuchel. À la 4e place, un entraîneur dont on a parlé en long et en large il y a 2 semaines. Je vous invite à voir la vidéo si vous ne l'avez pas déjà fait. L'entraîneur de l'Inter, Monsieur Antonio Conte. Conte qui 9 ans après refait de l'Inter un champion d'Italie. Conte qui met fin au règne de la Juve qu'il avait lui-même initié. Conte qui a su s'adapter à son équipe, aux problèmes de son équipe à l'automne, qui a su rebondir après un automne très très compliqué, très douloureux. Un Conte qui a su mener son équipe à travers les difficultés institutionnelles de l'Inter, l'incertitude du quotidien dans ce club-là, et un Conte qui a fait progresser vraiment beaucoup des joueurs comme Lukaku, des joueurs comme Bastoni, que lui-même a lancé, des joueurs comme Barella, ou encore Achraf qui fait une super saison. Pas grand-chose de plus à rajouter, je crois que le titre de Conte et de son Inter parle pour lui-même. Pour la 3e place, pour le podium, on retourne en France et on y place un entraîneur qui pourrait être champion de Ligue 1 dès ce soir, Christophe Galtier. C'est vrai que le LOSC a un effectif avec de très bons joueurs. Mike Maignan, Renato Sanchez, José Font, Ikoné, Burak Yilmaz, Benjamin André, etc. Mais personne s'attend en début de saison à ce que le LOSC puisse être champion. Personne s'attend à ce que le LOSC tienne la distance autant de temps face au Paris Saint-Germain. Vraiment, c'est pas le rôle du LOSC. Le Paris Saint-Germain a toujours cette étiquette d'intouchable. Et ce qui est encore plus fort, je trouve, dans cette performance de Lille, c'est que c'est pas une équipe qui peut s'appuyer sur un duo d'attaquants incroyable qui mettrait, 40 buts par saison à eux deux, qui ferait que toute l'équipe se repose sur cette paire-là. Non, Jonathan David et Burak Yilmaz, même si le Turc il est en train de finir la saison comme un boulet de canon, ce sont des attaquants qui ont eu des moments parfois très compliqués dans cette Ligue 1, qui ont été inconstants, qui n'ont pas toujours bien su s'entendre. D'une façon générale, le LOSC, c'est pas une équipe qui a une production offensive incroyable. Par exemple, elle a moins d'XG que des équipes comme Strasbourg ou Rennes. Par rapport aux équipes de tête, elle a peu de passes effectuées dans la surface adverse, peu de passes effectuées dans le dernier tiers du terrain, peu de tirs effectués depuis la surface adverse, même si c'est vrai qu'ensuite ils surperforment de fou au niveau des expected goals. Mais la force de cette équipe, elle réside dans sa défense. Une défense vraiment forte. Mais ce serait trop caricatural de dire que c'est une équipe seulement défensive. Ce serait aussi caricatural de dire que c'est une équipe qui est seulement bonne dans les transitions offensives
parce qu'elle a des joueurs rapides pour attaquer l'espace. Il faut parler de ce côté complet qu'a pu avoir le LOSC cette saison, une équipe capable de s'adapter à différentes situations. Et un entraîneur qui a bien su s'adapter ces dernières années, qui a progressé, qui est devenu lui aussi plus complet, c'est Christophe Galtier lui-même. Il s'est un peu ouvert, il le reconnaît lui-même dans une interview par exemple qu'il avait donnée à SoFoot en octobre, où il dit sur la fin de ses années à Saint-Etienne, il s'ennuie un peu, c'est un peu compliqué, c'était beaucoup moins excitant. Lui, ce qu'il voulait, c'était retrouver une dynamique du jeu offensif, quelque chose d'agréable. Et à Lille, il a vraiment pu se concentrer sur la tactique, sur l'animation, sur ses sorties de balles. Il est devenu beaucoup plus, peut-être, pointilleux, beaucoup plus impliqué au niveau de ce qui se passe sur le terrain de la tactique. Et c'est tout à son honneur. Un entraîneur qui maintenant est unanimement reconnu comme l'un des tout meilleurs entraîneurs de Ligue 1. On verra où il sera la saison prochaine. À la deuxième place, Marcelo Bielsa. Quel plaisir ça aura été de voir jouer le Leeds de Bielsa cette saison. De mon côté, j'en étais à un point où je regardais avant chaque début de week-end quand Leeds allait jouer pour être sûr de ne pas rater leur match. C'était génial, c'était un rendez-vous à ne pas rater. En Première Ligue, tout le monde est unanime sur le sujet. Dans d'autres pays, en France par exemple, on a un peu moins de reconnaissance envers Bielsa d'une façon générale, mais cette reconnaissance, il la mérite. Il va finir dans le top 10 de la Première Ligue avec un promu. Et ça ne veut pas de dire qu'il a beaucoup dépensé, parce que tous les promus en Première Ligue dépensent énormément, toutes les équipes en Première Ligue dépensent énormément, et certains joueurs qui sont titulaires aujourd'hui dans ce Leeds qui fait top 10 de Première Ligue étaient aussi titulaires quand l'équipe était en Championship. Bielsa, il a amélioré énormément de joueurs, Calvin Phillips par exemple, et surtout Patrick Bamford, et ça, c'était vraiment pas gagné. Ça aurait été une équipe qui ne se sera pas du tout écroulée dans le sprint final, comme on peut parfois avoir cette impression avec les équipes de Bielsa, et parfois c'est pas une impression. Là, tout le contraire, sur cette fin de saison, c'est l'une des toutes meilleures équipes de Première Ligue. Et en parlant de sprint, cette statistique que j'ai découverte aujourd'hui, par rapport aux équipes de Première Ligue qui font le plus de sprints par match, Leeds en fait 40 de plus en moyenne par match. C'est l'équipe qui court le plus, parce que pour pouvoir proposer ce jeu attrayant, entraînant, divertissant, il faut que les joueurs courent énormément, notamment vers l'avant, pour toujours proposer des solutions de passe, pour ouvrir des lignes de passe. Le Leeds de Bielsa aussi, ça c'est une bonne nouvelle, c'est pas une équipe qui a surperformé au niveau des expected goals, ils sont à leur juste place, 10e, 9e de Première Ligue, et Bielsa sera allé au bout de son idée. Après le match contre Manchester United, les journalistes avaient remis en question ses idées, ça peut pas fonctionner en Première Ligue, oui, mais vous en prenez 6 contre United. Lui, vraiment, il est resté focalisé, comme vous pouvez s'y attendre, c'est pas une surprise, sur ses idées. Bien lui en a pris, les supporters de Leeds le vénèrent. Je sais pas s'il restera, mais ça restera l'un des entraîneurs, ou peut-être l'entraîneur avec les mythiques de ce club, le plus marquant de Leeds, et un entraîneur marquant en Première Ligue, un entraîneur marquant sur cette saison 2020-2021. Et enfin, tout en haut de ce top 10, à la première place, le meilleur entraîneur de la saison selon moi, Pep Guardiola. Finale de Ligue des Champions, titre remporté en Première Ligue, Carabao Cup remporté. Honnêtement, je ne sais même pas si on peut débattre de cette première place, tant elle me paraît évidente. Guardiola, 13 ans après, il est toujours là. Il est toujours aussi fort tactiquement, il est toujours aussi innovateur, il est toujours aussi fort dans les adaptations de match en match et en cours de match, et il a encore réussi à faire paraître certains joueurs complètement différents des joueurs qu'on connaissait. On n'avait pas anticipé ce côté si polyvalent, si créatif de Cancelo. On n'avait pas anticipé le fait qu'il y a une période dans la saison où Ilkay Gundogan allait mettre but sur but. Guardiola aussi, il a fait une grande partie de la saison sans numéro 9, en jouant avec un faux 9, parce qu'il peut se le permettre. Il a aussi réussi à donner enfin beaucoup de responsabilités à Phil Foden, et l'éclosion au plus haut niveau, l'explosion de Phil Foden, elle est aussi due à la façon dont Guardiola et Manchester City l'ont géré toutes ces années. Et puis, une chose qui est assez marrante quand on le voit avec la perspective, c'est qu'en automne, on a lu et entendu les pires choses au sujet de Guardiola. Qu'il était fini, qu'il savait plus se réinventer, qu'il était arrivé au bout d'une idée, qu'il était temps de passer à autre chose, qu'il était plus adapté au football actuel. Au final, vous regardez les résultats et la façon dont joue City en cette fin de saison, ça fait vraiment paraître cette période automnale comme très lointaine et très peu pertinente. City, ça reste une équipe, vous devez l'avoir joué, et si vous ne pouvez pas l'avoir joué, vous perdez quelque chose. Il y a plein de week-ends où je ne peux pas avoir joué City, et je me dis dommage, je sais que j'ai perdu un bon match de football. Et allez,
Un petit plus, c'est un grand entraîneur qui s'est positionné publiquement contre la Super League, là où plein d'autres grands entraîneurs n'ont pas osé le faire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, c'est la fin de ce top 10. Évidemment, à chaque fois qu'on fait un top, il faut laisser des gens sur la touche. J'ai réfléchi, pourquoi pas, à un moment donné, à intégrer un Niko Kovac, un Brendan Rodgers, David Moyes, Ted Serbi. Si on sort des 5 grands championnats, il faut absolument parler de Ruben Amorim, champion à la tête du Sporting Club Portugal, et ça, c'est historique, vraiment. En Suisse, Seoane fait une très belle saison parce qu'il est champion avec Young Boys une nouvelle fois et il a obtenu le poste d'entraîneur du Bayer Leverkusen pour la saison prochaine. Très bel accomplissement. Bref, il y avait plein de possibilités différentes. Je me réjouis de lire vos top 10 à vous dans les commentaires, de débattre avec vous. Et nous, on se retrouve non pas dimanche prochain, un petit peu avant, pour parler des clés de la grande finale de Ligue des Champions entre City et Chelsea. Laissez-moi aussi souhaiter bonne chance aux supporters du PSG et du LOSC pour le dénouement de la Ligue 1 de ce soir. Portez-vous bien, à toutes.